Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour un débat consacré au télétravail, une pratique qui devrait s'accélérer, s'accentuer avec la crise sanitaire que nous traversons. Mais comme le souligne l'Association nationale des DRH, le télétravail n'est pas une mince affaire. Cette évolution devrait engendrer une évolution des pratiques managériales et sociales. Comment réussir cette mutation en préservant l'intérêt du salarié et celui de l'entreprise? Le télétravail appartient-il au monde d'après? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Audrey Guidès. Vous êtes présidente de l'Association nationale des DRH Aquitaine. Également sur ce plateau, Delphine Châtaignier, vous êtes salariée. Vous avez vous-même expérimenté le télétravail pendant le confinement. Franck Allard, vous êtes le président du MEDEF Gironde. Et enfin, Jean-Yves Gazard-Morel, vous êtes le secrétaire UD CFDT Gironde. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette crise sanitaire a chamboulé le monde du travail et que d'une certaine manière, elle a permis aux entreprises de se réorganiser et au fond de faire un diagnostic sur leurs faiblesses. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Franck Allard. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est vrai que nous pensions et nous réfléchissions à la mise en place d'un télétravail choisi. Et puis tout d'un coup, le Covid nous tombe dessus. C'était notre seule solution pour avoir une continuité dans notre travail. Et en l'espace de 15 jours, nous avons déployé 900 postes de travail en télétravail. Et nous, quand on parle de postes... Alors 900 postes dans votre entreprise, vous, tout à fait. En l'espace de 15 jours, déployés. On n'avait jamais fait de notre vie. Et c'était poste de télétravail. Et en plus de ça, le téléphone dans le poste de travail. J'ai eu des gens qui ont été extrêmement mobilisés. Tout a fonctionné. Les réseaux Internet ont parfaitement fonctionné. Et c'est vrai qu'on a subi ce télétravail parce qu'on l'a fait un peu à la va-vite et en vrac. On ne connaissait pas, on n'avait pas d'expérience. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est revenu à la maison. Certains sont à nouveau repartis pour des raisons sanitaires. Et puis maintenant, on va essayer de mettre en place véritablement un télétravail choisi et non plus un télétravail subi. Oui, c'est ça. Alors, Audrey Guidès, on a entendu ce que disait Franck Allard. Évidemment, la situation a imposé que les entreprises agissent vite, qu'elles soient réactives. C'est plutôt, alors là, pour le coup, une bonne nouvelle. Mais il va falloir structurer aujourd'hui cette nouvelle façon de travailler avec des accords. On va en parler dans un instant. Et on dit que les DRH, au fond, sont en première ligne dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Alors déjà, les DRH, depuis plusieurs années, travaillent sur la notion de télétravail. C'est une notion qu'on pousse. On est passé de télétravail à essayer de mettre en place un télétravail de crise, comme l'a dit M. Allard. Et là, on est dans la phase où on réfléchit à cette nouvelle forme du télétravail. Alors pourquoi l'encadrer, Parce que évidemment, ça doit être du télétravail choisi. Le télétravail, comme on l'a connu en période de crise, il y a eu des bienfaits et des effets un peu plus négatifs, notamment chez les femmes. Le télétravail vu par les femmes a été plus complexe. Le télétravail, il doit y avoir une notion de réversibilité, évidemment, et puis surtout d'encadrer à la fois pour sécuriser les salariés, mais aussi les employeurs. On doit arriver à un équilibre dans ce nouveau télétravail pour que tout se passe bien. Les entreprises ont démontré leur faculté d'adaptation très rapide, les salariés de façon phénoménale. Il y a eu effectivement des résultats très positifs sur ce télétravail. Aujourd'hui, on a fait une enquête BCG à NDRH. 85% des DRH sont pour la mise en place d'un télétravail hybride, à la fois moitié entreprise, moitié en présentiel. En présentiel chez eux. En télétravail chez eux. Tout à fait, mais dans des conditions encadrées, notamment sur la qualité de l'espace de travail, qui est une notion qui est importante. Alors vous parliez justement d'adaptation des salariés, cette notion du télétravail, peut-être la difficulté, vous disiez, pour les femmes sur ce sujet-là. Alors justement, on va interroger Delphine Châtaignier. Vous êtes, vous, salarié d'une collectivité territoriale, on peut citer la mairie, oui. Saint-Médard-en-Jalles, c'est ça. Et vous avez donc vous-même expérimenté le télétravail par obligation, en quelque sorte, pendant la crise sanitaire. Oui, alors nous, c'est vrai que ça s'est fait dans la précipitation du jour au lendemain, où on a été obligé de télétravailler. Donc, on n'avait pas forcément les infrastructures au départ, ni les logiciels, les équipements. Donc, il y a eu un travail colossal du service informatique de la mairie. Et puis ensuite, ces difficultés d'adaptation et parfois, pour ma part notamment, l'école à la maison avec les enfants. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer au quotidien.
On a eu un flot d'informations, d'échanges dès le départ parce qu'il fallait organiser toutes nos missions et assurer la continuité de service public pour nous, collectivités. Donc ça a été très très lourd au départ, très stressant, très pesant de devoir s'adapter. Et finalement, dans le temps, on a réussi effectivement à s'adapter de façon assez conséquente avec pas mal de difficultés aussi en fonction des collègues, de prise en main des outils informatiques, où ça, c'était effectivement pas très simple au quotidien. D'accord. On va y revenir. Vous me direz d'ailleurs si vous avez gardé pour partie cette notion du télétravail dans un instant. Jean-Yves Gazard-Morel, vous avez, les syndicats ont obtenu une négociation, en tous les cas une négociation en vue d'un texte. Je crois que vous revoyez le patronat le 2 et le 23 octobre pour signer un accord au fond national interprofessionnel. Mais on a vu déjà que le patronat a déjà au fond bordé cette négociation, poser des limites, puisqu'il ne veut pas d'accord contraignant en quelque sorte, prescriptif. Oui, voilà. Après, c'est une négociation qui va être mise en place, qui est en train de se construire. Donc, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la première chose, c'était le caractère très particulier de la situation que l'on a vécue et ce télétravail qui a été en quelque sorte imposé, sachant qu'on n'était pas forcément préparé pour cette situation. On a évoqué finalement les situations contraignantes que ça pouvait engendrer, notamment justement la garde d'enfants qui devait se faire dans des conditions un peu particulières en même temps. Vous avez eu des retours, vous? Alors, nous avons eu bien sûr beaucoup de retours de salariés dans différents secteurs, que ce soit aussi bien d'ailleurs privé que public, où il fallait, dans certains cas, organiser, dans le cas des organisations du télétravail plus récentes, et voir un petit peu les impacts que l'on avait dans les différentes structures. Ce qui me paraissait, nous, important, c'est que, comme vous l'aviez évoqué, le télétravail ne date pas de cette période-là. Nous en avons tiré des enseignements très intéressants, bien sûr, mais on ne peut pas caler non plus une réflexion uniquement sur cette période très particulière de télétravail imposé. Ce qui nous paraissait, nous, très important depuis des années, nous travaillons sur le télétravail et voir un petit peu comment il peut s'articuler. Et donc, les dernières réunions qui ont été menées avec les différents partenaires sociaux, c'était de pouvoir réaliser un diagnostic sur le télétravail et pouvoir apporter des éléments factuels qui allaient nous orienter sur des démarches et des choix. Ça, c'est ce que vous allez présenter lors de la négociation avec le patronat. Exactement, mais ça a été d'ailleurs, c'est un travail commun déjà, c'est-à-dire que les différents partenaires... Est-ce que ça vous gêne que le patronat a déjà dit qu'il n'y aurait pas d'accord prescriptif, qu'il ne peut pas y avoir de contrainte sur l'accord? On imagine que le patronat, bien sûr, va se positionner par rapport à un choix correspondant à son orientation, mais il est évident que nous sommes dans une discussion. Donc, à partir de là, nous pourrons évoquer les choses qui nous paraissent importantes. Donc, parmi ces choses importantes, oui, effectivement, nous sommes, dans un besoin de cadrer ce dispositif. Alors, un cadrage, c'est un cadrage un petit peu normatif dans la mesure où toutes les situations des entreprises ne sont pas identiques. Il faut savoir que nous avons des entreprises qui sont importantes et donc déjà le travail est existant et il est organisé. Pour d'autres entreprises et des PME, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a besoin de borner un petit peu. Il y a déjà des accords, vous précisez, pour les TPE et PME, et donc je crois que le président des PME dit que ces accords aujourd'hui suffisent, il n'y a pas besoin d'en faire des supplémentaires. Alors, si on regarde un peu tous les textes, parce qu'on peut revenir sur l'ANI de 2005, on peut revenir sur les textes du Code du travail, le 1222-9 qui spécifie un petit peu les orientations et, l'organisation du travail, mais on est encore dans quelque chose d'extrêmement rudimentaire. Nous n'avons pas un cadrage vraiment sur des dispositifs qui peuvent, on va dire, mais par inadvertance peut-être, mais des dévoiements qui peuvent être à l'origine de la mise en place de ce télétravail. On a différentes possibilités, de mettre en péril peut-être une façon de travailler et une organisation. Donc tout ça, il nous semble nécessaire de pouvoir l'arrêter sur un texte qui cadre normalement, les activités que l'on peut avoir dans le télétravail. D'accord. Alors justement, Franck Allard, pour répondre à la
question que je ne vous ai pas posée, mais justement le fait que vous ayez déjà un peu bordé la négociation, est-ce que ce n'est pas une façon, au fond, justement de fermer un certain nombre de portes? Non, il faut pas le voir comme ça. Je pense que c'est simplement du bon sens de la part du patronat, et je pense que on sera facilement suivi ou compris par notamment des syndicats comme la CFDT. Nous, ce que l'on veut, d'abord, on part du principe que le Code du travail, il est suffisamment épais. C'est pas la peine de rajouter des pages parce que on va plus arriver à le lire. Nous, ce qu'on veut, c'est un accord qui soit ni normatif ni prescriptif. En plus de ça, c'est très difficile d'établir une règle pour le télétravail pour l'ensemble des travailleurs. On comprend facilement que quelqu'un qui travaille dans la banque n'a pas les mêmes attentes en matière de télétravail que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Ce sont des métiers totalement différents. Donc je ne vois pas comment on peut arriver à faire un accord d'un bloc. Il faut effectivement fixer des règles très larges mais précises au niveau du télétravail en général, et après ça, l'adapter à chaque branche en fonction de ses activités et en fonction de ce qu'il va faire en télétravail. Vous savez, en temps normal, dans les entreprises, on a observé qu'il y avait à peu près 3% de salariés qui travaillaient en télétravail. Pendant le confinement, on est monté d'un coup, sans règle, c'est vrai, à 25%. Aujourd'hui, on est retombé, mais nos salariés et même les entreprises ont vu un intérêt au télétravail pour décongestionner des bureaux, pour donner un petit peu du temps à nos salariés. Justement sur les effets bénéfiques. Voilà. Alors justement, pour essayer cette question, Madame Guidez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de schisme? C'est votre vice-président, Benoît Serre, qui disait, dans les entreprises, à considérer qu'une partie des salariés pourront télétravailler alors que l'autre partie ne pourra pas. Est-ce que c'est un souci de DRH, ça, sans doute? Alors, c'est un souci de DRH, parce qu'on essaye de maintenir un équilibre global dans les entreprises, c'est notre métier. Déjà, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde, n'est pas possible pour tous les métiers, déjà, pas possible pour toutes les entreprises, et n'est pas possible pour toutes les personnes, tout simplement, parce qu'il y a des personnes, des salariés, qui ne sont pas à l'aise en télétravail, et d'autres qui le revendiquent. Donc, faire une généralité, ça paraît très complexe. Aujourd'hui, la question qui est quand même la question de fond, c'est effectivement de se dire est-ce que c'est adapté ou pas à mon activité, à mes salariés, et surtout est-ce que mon management est adapté. Nous, c'est le sujet principal, il est sur celui-là, à savoir une refonte totale des techniques de management, à la fois pour les managers, parce qu'il faut les former et les accompagner à ce nouveau mode de management, et aux salariés à effectivement être un peu plus à l'aise, plus formés en télétravail. Donc on a une refonte de nos organisations de travail, une refonte des techniques de management pour éviter effectivement ce schisme qui pourrait se mettre en place si justement on ne fait pas tous ces accompagnements. Le télétravail, on est sur un accompagnement au changement. C'est une notion que nous on pratique tous les jours, mais là on en parle beaucoup avec la crise du Covid, mais globalement on change nos organisations de travail de façon un peu plus violente et accélérée, mais c'est tout simplement quelque chose qui était déjà en route. Là c'est juste que ça s'accélère et il va falloir accélérer les accompagnements. Et les DRH sont effectivement en première ligne parce que on est en pleine créativité sur le sujet. Tous, soit ensemble, soit chacun dans nos entreprises. Alors justement, Delphine Châtaignier, vous avez sans doute pas été accompagnée comme vous l'auriez souhaité, puisque vous avez télétravaillé dans l'urgence, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous gardez, au fond, de cette expérience comme bénéfique ? Alors, déjà, effectivement, avoir mis en place de nouveaux modes de travail, de pouvoir... on a expérimenté ça, on a réussi à s'adapter et... on a été innovant aussi. Il y a eu une montée en compétences. Alors tout le monde, je suppose que tout le monde n'a pas pu télétravailler, puisque comme le disait Mme Guidez, évidemment, il y a des emplois qui ne le permettent pas. Vous avez senti, vous, au sein de la collectivité à laquelle vous appartenez, qu'il y avait une sorte parfois d'envie de télétravailler sans pouvoir le faire, par exemple ? Alors, ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, effectivement, ne comprenaient pas les personnes. Pourquoi on ne leur donnait pas l'accès ? Mais effectivement, nous, sur la collectivité, on a plusieurs dizaines de métiers différents, dont
des métiers où le télétravail n'est pas possible. Donc ça, c'est vrai qu'il faut l'expliquer aux collègues. Et puis parfois, certains collègues qui télétravaillaient et qui auraient préféré ne pas télétravailler. Parce qu'il y a aussi cette réorganisation, le facteur de stress, être confronté systématiquement à ce mode de communication numérique qui n'est pas forcément adapté. Alors justement, le facteur de stress, vous en parlez, c'est un facteur qui vous avez découvert, vous, dans cette nouvelle façon de travailler, parce que vous étiez seul face à un nouvel outil et donc un peu désemparé, c'est ça? Alors, c'était surtout, moi c'est vrai que je travaille dans l'informatique, donc ça a été plus simple pour moi que pour d'autres collègues, je pense. Mais c'est effectivement cette communication incessante. C'est-à-dire qu'on travaille toujours en équipe, et quand on est sur place dans les bureaux, on peut communiquer, échanger, discuter, réévaluer, etc. Et quand on est chez soi derrière un ordinateur, voilà, on a un besoin de communication. Et parfois, on ressentait cette espèce d'isolement et ce besoin de déconnexion aussi. Il y a vraiment des moments où on a besoin de déconnexion. Donc, pour ma part, je pense que le 100% télétravail serait extrêmement compliqué à vivre du fait de cet isolement. Et en plus, je pense que c'est compliqué pour tout le monde à vivre, justement. On sent que, quand on discute avec nos collègues, on sent qu'on a besoin d'interaction sociale. Oui, bien sûr, il faut préserver une sorte de cohésion dans l'entreprise. On va y revenir, justement. Pour rester sur ce sujet, Monsieur Gazard-Morel, vous-même, alors, on sait que cette négociation, elle va intervenir dans un climat social particulier où les attentes politiques et sociales sont particulières, ce qui va nécessiter sans doute que vous soyez extrêmement attentif et que vous défendiez, au fond, ce que les salariés ont vous demandé de faire. Oui, absolument. Après, nous sommes dans ce débat, comment dirais-je, on aborde cette étude, ces diagnostics qui ont pu être réalisés sur les 3 points essentiels, c'est-à-dire l'aspect social, économique, environnemental. Donc ça nous paraît aussi un point sur lequel il va falloir en discuter pour voir tous les impacts que ça peut avoir sur l'ensemble de ces situations. Nous avons évoqué l'aspect organisationnel, donc là aussi c'est extrêmement important parce que ça veut dire comment les employés vont pouvoir travailler, dans quelles conditions, et c'est les retours que l'on a. Et enfin, la politique de management des entreprises qui va, c'est ce qui a été évoqué aussi, à voir comment, dans quel climat peut être construit ce télétravail, et on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire que c'est un postulat, c'est-à-dire qu'on va être dans un climat de confiance, un climat d'échange pour arriver à être constructif et produire bien sûr un télétravail de qualité. Voilà. Ce sont tous les aspects que nous cherchons à défendre. Alors, on ne veut pas non plus l'intégrer uniquement et le discuter uniquement dans un climat social. On ne veut pas que ce climat dévoie les orientations qu'on se donne. Il s'agit d'avoir une analyse fine et se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas un regard sur une année, mais on va avoir un regard sur plusieurs années. Dans 5 ans, que sera le télétravail? Comment sera-t-il organisé? Quel sera l'impact produit sur l'ensemble du travail en France? Comment va être organisée aussi la gestion des territoires, la gestion de l'appréhension de la notion de travail aussi, avec aussi tout l'effet générationnel que l'on peut avoir derrière. Voilà. Donc nous, c'est notre position. On va avoir un apport dans ces dialogues lié essentiellement à une vision à long terme de ce que peut représenter le télétravail. Et être vigilant, bien sûr, sur éviter d'y inclure des situations actuelles pour éviter de donner une force, peut-être, orientation sur nos choix. Ouais. Alors justement, une vision à long terme, c'est compliqué, monsieur Allard, parce que, évidemment, vous partez d'une feuille et il va falloir mettre en place des processus. Il n'y a pas, au fond, un schéma classique. Il n'y a pas qu'un seul schéma de télétravail, il y en a des multitudes, donc ce qui est un peu difficile. Mais est-ce que vous, déjà, puisque vous avez une expérience dans l'entreprise, vous avez mis en place le télétravail, vous diriez que l'équilibre, il est où? Présentiel et télétravail? Il se trouve qu'après le Covid, tout le monde est revenu, enfin, après le confinement,
tout le monde est revenu dans l'entreprise. Et puis forcément, avec ce qui se passe actuellement et une montée à nouveau en puissance du virus, on a remis nos équipes qui sont dans les bureaux communs, pas les bureaux individuels, mais les bureaux, les espaces communs, on les a remis une semaine sur 2 en télétravail, justement pour redonner de l'espace à l'intérieur des services et que les gens ne soient pas en proximité les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a environ 400 personnes en télétravail. Ça se passe bien, ça se passe beaucoup plus décontracté que lors de la mise en route, où il a fallu dans les 15 jours mettre tout ça en route. Mais sachez que, alors là, c'est mon côté MEDEF qui parle. Quand j'écoute monsieur, je le rejoins parfaitement. Je pense que c'est une négociation qu'on doit faire sur le télétravail. Nos intérêts, en fait, sont communs. On n'est pas dans le combat, on est dans le dialogue pour essayer de trouver finalement le meilleur équilibre entre les attentes de nos salariés, qui sont quand même nos salariés, les moteurs de nos entreprises, et puis l'entreprise elle-même, avec ses exigences financières, avec ses clients à l'autre bout, etc. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre, et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le trouver. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister, que Madame évoquait tout à l'heure, c'est le tout télétravail. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que d'abord, les salariés sont contents d'être dans l'entreprise et de voir leurs collègues. On ne peut pas passer sa vie isolé derrière un écran, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rompre le lien avec l'entreprise, il faut garder le lien, et ce lien, c'est un lien physique. Ce n'est pas un lien virtuel ou un lien numérique. Donc de toute façon, personnellement, je serai toujours contre le 100% télétravail, sauf des cas particuliers, des problèmes qui reviennent de Covid, de garde d'enfants, des choses comme ça. Mais autrement, je pense que le télétravail doit être une alternative au travail traditionnel, avec derrière, comme vous le dites, monsieur, une réorganisation du travail. Les temps ne sont plus les mêmes. Il va falloir repenser le mode du travail. Ce Covid, en fait, que l'on a traversé, a posé d'énormes problèmes RH. Nous étions en permanence. Au départ, pendant le Covid, c'était tous les soirs, il y avait ce qu'on avait appelé chez nous la War Room, avec les DRH, etc. Et on montait le projet. Maintenant, cette War Room se réunit une fois par semaine, mais il y avait 2 sortes de sujets, sujet RH, sujet DSI, c'est-à-dire informatique. C'est tout. Tout le reste, ça fonctionnait normalement. Voilà. Alors justement, vous parlez de War Room. Enfin, là, on est dans des schémas qui sont nouveaux. Alors, on va interroger justement la DRH, puisque vous dites que c'est quand même d'abord, avant tout, des problèmes RH. Alors, on a parlé de l'équilibre. Il n'y a pas, au fond, le 100% télétravail. Peu de salariés vont le demander. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut aussi que la cohésion d'entreprise ne soit pas fracturée. Donc ça, c'est évidemment une obligation dans l'entreprise. Je crois que les salariés ne le demandent pas eux-mêmes. Mais on a le sentiment qu'au fond, il peut y avoir des effets pervers, ce télétravail. Au fond, l'entreprise peut avoir envie justement de délester la voilure parce que ça limite des coûts. Vous parliez des sièges, on peut parler des sièges sociaux. Peut-être ça réduit des coûts même de fixes pour les entreprises. Est-ce que cette crainte, elle est légitime, Madame Guidez ? Alors, elle est légitime, on commence à le constater dans certaines entreprises. Effectivement, il peut y avoir des choix qui sont faits de mettre une partie des salariés en télétravail, de fermer un bureau et de relocaliser les salariés en ayant un mix de télétravail, de présentiel. Donc, c'est des choses qui commencent déjà à se mettre en œuvre. On a certains employeurs qui posent la question, effectivement, de mettre toute une partie d'un bureau en télétravail pour faire une économie ou du moins de repenser l'espace de travail. Toutes ces notions sont... On parle d'espace dynamique, c'est-à-dire qu'on crée des espaces dynamiques où les salariés se retrouvent, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire l'espace dynamique, on est effectivement sur un espace de travail mouvant, en fait, où le salarié n'a pas son poste de travail attaché, mais il vient en fonction de ses jours de travail ou de ses jours de télétravail, et on maintient ce lien social, en fait, avec les salariés, qui continuent à se voir, mais effectivement, ils sont dans le passage de l'entreprise, mais sans un lieu attaché à une personne. Alors,
très nouveau. On verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Personnellement, je sais que les salariés aiment bien un sentiment d'appartenance. Il y a dans les personnalités, il y a des personnes qui vont customiser leur bureau, mettre des liens d'attachement à leur bureau, d'autres pour qui ce n'est pas du tout important, le lieu de travail, le côté matériel. On a tout ça dans toutes les personnalités. Donc imposer, pareil, ce genre d'organisation de travail, ça s'y réfléchit et surtout, il faut l'accompagner. Je pense que ça se prête à certains salariés. Il faut l'accompagner et on ne peut pas en faire une généralité, sinon on peut avoir du mal-être, du stress qui se crée pour une personne pour qui c'est tout simplement important d'avoir son bureau attitré, son espace à lui, son cadre, sa bulle, et il est performant en étant ainsi. Donc c'est pas qu'on fait du cas par cas, mais il faut quand même prendre en compte chaque salarié dans sa globalité, et, dans sa personnalité, dans son métier surtout. Alors Delphine Châtaignier, vous diriez que vous avez maintenant cette expérience. Vous avez fait des choix déjà? Vous dites ce sera 50% de télétravail, 50% de présentiel. Alors, moi, j'aimerais bien, effectivement, pouvoir télétravailler, ne serait-ce parce que j'habite à plus d'une 30aine de kilomètres de mon lieu de travail. Donc, évidemment, pour des raisons écologiques, de gain de temps, d'organisation de la vie familiale, ça serait plus simple pour moi. J'aimerais aussi pouvoir, je sais qu'il y a des modèles aussi qui existent avec des conventions qui peuvent être passées avec des tiers-lieux ou des espaces de coworking qui sont à la fois rassurants pour le salarié et aussi pour l'employeur, voilà, et qui permettent de recréer du lien. Donc moi, c'est un modèle qui me conviendrait. De pas forcément être chez moi à la maison, mais d'être dans ce type de lieu pour pouvoir télétravailler. Et puis aussi, je pense que la notion de limite est quand même relativement importante parce que là, dans l'urgence, on a vu qu'il fallait mettre énormément de choses en place. En fonction des situations familiales, chacun travaillait quand il pouvait, en fait. Donc parfois, c'était le soir, parfois, c'était le week-end, quand on avait les enfants, l'école à la maison, la journée. Donc on a vu que la porosité entre vie professionnelle et vie familiale, c'était pas simple à gérer. Voilà, c'était très compliqué à gérer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je serais relativement vigilante, je pense, cette porosité-là. Et aussi de pouvoir organiser mon travail de façon à ce que je puisse télétravailler sur des tâches que j'effectue d'une manière générale seule, des tâches plutôt administratives, pour deux raisons, pour pas forcément tout le temps solliciter mes collègues, et si mes collègues, si je ne suis pas sur mon lieu de travail, qu'ils n'aient pas systématiquement à me solliciter. C'est des choses auxquelles on réfléchit, de pouvoir réorganiser effectivement les missions et notre façon de travailler. Alors, M. Gazan-Morel, Delphine dit justement, il y a aussi des vertus périphériques, au fond, qui ne sont pas seulement liées à l'intérêt du salarié ou de l'entreprise, mais qui confinent à l'aménagement du territoire. On voit bien qu'on peut se délocaliser encore plus loin de l'entreprise. Ça permet de mieux peut-être aménager le territoire. Ça permet aussi d'éviter toutes les contraintes liées au déplacement. J'imagine que dans les travaux ou dans les négociations, ce sont des éléments qui comptent aussi. Absolument. Donc ça a été abordé parce que l'impact peut être considérable. Il faut imaginer que si on a un télétravail qui s'organise de manière substantielle, l'organisation des métropoles peut changer. L'organisation vous imaginez, de la géographie du travail sur les territoires change. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une forme de délocalisation de ce travail. On a parlé notamment de tiers-lieux. Ça encore un autre débat sur la manière dont on peut organiser le poste de travail, mais il faut imaginer que l'impact que ça peut avoir. Vous avez une concentration d'employés dans une zone périphérique, Mérignac, avec toute l'organisation, je dirais, adjacente, c'est-à-dire la restauration, etc. Si vous avez ce changement d'organisation, il est évident que ça a un impact aussi économique au niveau local. Mais ça crée un lien aussi avec le territoire, puisqu'on va avoir une répartition des employés sur le territoire et une gestion différente. Donc c'est pour ça que ça nous paraît, nous aussi, un point important dans ce dialogue, dans ce débat, sur savoir quel est le curseur et à quelle hauteur on met le curseur dans justement la gestion de ce télétravail. Je reviens sur deux points que vous aviez évoqués, c'était la notion du collectif.
Alors c'est paradoxal, peut-être pas, mais nous avons dans les jeunes générations beaucoup de générations qui sont à la recherche de ce collectif. C'est-à-dire qu'ils ont besoin à un moment d'avoir la culture d'entreprise et de pouvoir la retrouver au sein de l'entreprise, et donc d'avoir un moment de concertation, de communauté, de travail dans l'entreprise. Vous avez aussi, effectivement, évoqué la notion de temps. Alors ça, c'est un facteur extrêmement important pour nous, parce qu'il ne s'agit pas de changer le temps de travail, il s'agit de le réorganiser. Et ça, c'est la flexibilité que donne justement le télétravail. C'est-à-dire que l'employé avec son entreprise peuvent organiser le temps de travail, et c'est un des points essentiels qui a un avantage, bien sûr, à la rigueur, je dirais, pour les deux, aussi bien entreprise, employé. Donc il faut être vigilant là-dessus, parce que le télétravail, en réalité, c'est une forme de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail ne change pas, les missions ne changent pas. C'est la manière dont on les organise qui change. Et donc, repenser, et la manière dont on les organise, c'est tous les avantages qu'on peut avoir. Cette flexibilité, cet avantage, moins de stress, moins de transport, etc., que l'on peut avoir dans ce contexte. Oui, justement, Franck Allard, on entend bien ce que dit le syndicaliste. Nul doute que cette négociation sur le télétravail, elle va se combiner avec la flexibilité, le temps de travail, ce qui va évidemment changer le profil de l'entreprise. Nous sommes tout à fait en phase sur le plan patronal. Par contre, ce que nous redoutons, mais je sais qu'on ne l'aura pas, c'est d'avoir un cadre extrêmement rigide, alors qu'il faut que chaque entreprise, dans sa branche... Il y a des syndicats qui le demandent, M. Allard, la CGT par exemple. Oui, mais nous redoutons cela, et nous ne voulons pas de cadre rigide, parce que, comme le dit monsieur, il va falloir que chaque entreprise, véritablement, dans un cadre large défini, puisse définir, avec les représentants du personnel dans l'entreprise et par un dialogue à l'intérieur de l'entreprise, savoir comment on va réorganiser le travail de façon commune et de façon dans un dialogue. Bon, certes, le point final, c'est quand même toujours la direction qui fixera le cadre, mais je pense qu'à l'intérieur de nos entreprises, on a besoin d'un dialogue, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, nos salariés, ils sont attachés à l'entreprise, ils veulent que l'entreprise réussisse. On voit aujourd'hui tout un tas de chômage, des gens qui ont des difficultés à trouver du travail, etc. Et je vois chez nous, par exemple, nos salariés sont extrêmement attachés à l'entreprise et ne veulent pas profiter de cette négociation sur le télétravail pour faire n'importe quoi à côté. Ils préserveront, bien entendu, l'entreprise, leur intérêt aussi, l'intérêt de tout le monde. Je crois que c'est un intérêt partagé, c'est une nouvelle façon de travailler. Comme le disait monsieur, il va falloir se mettre dedans et trouver les meilleures solutions. C'est ça, parce qu'il n'y a pas forcément toujours que des bonnes solutions. Il y a même des retours en arrière. On peut citer des grandes entreprises comme IBM, qui était un peu précurseur en la matière, qui avait déjà installé ce télétravail il y a plus de 10 ans, et qui est revenu, justement, Mme Guidez, considérant que finalement, il y avait une perte du chiffre d'affaires, une perte de la dynamique d'entreprise. Donc, il y a un risque aussi. Alors, il y a un risque. Alors, effectivement, les dernières études suite au confinement ont montré que ce télétravail a accru la productivité, par contre, des salariés. Alors, soit effet de la crise, soit pas effet de la crise. C'est un grand débat. Est-ce que le télétravail accroît la productivité des salariés ou pas ? L'exemple d'IBM, on est effectivement peut-être sur des métiers qui avaient évolué, sur des accompagnements différents. On ne peut pas dire, effectivement, IBM est revenu en arrière parce qu'il y a eu une baisse de productivité. Je pense que ce qu'ils disent, on est sur une notion, je pense, de changement organisationnel et de changement des métiers qui ont dû conduire, effectivement, à revoir le mode d'organisation de télétravail, tout simplement. De faire ces généralités est un peu plus complexe. Il y a des risques avec le télétravail. Le risque premier, c'est que le salarié ne se sente plus bien, alors qu'il se sentait bien dans son espace de travail. Donc c'est pour ça que c'est important d'être concerté et accompagné. C'est important qu'il y ait ce climat de confiance. Le télétravail, c'est effectivement un mode de travail, comme le disait monsieur, et c'est une confiance de l'employeur, une confiance du salarié. Les deux partagent la même chose, ils partagent les valeurs de l'entreprise, ils sont là pour les mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Donc si ce climat de confiance est là et si les règles sont établies,
ça se passera bien. Mais c'est effectivement la notion et les négociations qui s'entament aujourd'hui, c'est tout simplement d'essayer de mettre un cadre que j'appellerais un cadre agile, parce qu'on parle beaucoup d'agilité dans le travail, mais le télétravail, c'est tout simplement ça, c'est de l'agilité, c'est de l'adaptation, c'est de l'anticipation, de la stratégie, ça peut être surtout un outil pour des nouveaux recrutements. C'est-à-dire que ça peut nous permettre aussi de recruter des personnes qui étaient peut-être soit éloignées d'un lieu de travail, soit avec des profils où ils sont demandeurs de télétravail. Ça ouvre le champ du recrutement de façon différente. C'est ça. Le leitmotiv, c'est la confiance. S'il n'y a pas ça, et si on n'y croit pas, ça ne peut pas se mettre en place. D'accord, la conscience, ça se mérite de part et d'autre. Vous parliez justement de possibilités d'embaucher, justement des salariés qui ne sont pas forcément sur place, mais ça a aussi peut-être induit le risque de délocaliser au-delà même du territoire des emplois, parce que c'est plus facile, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, je pose la question à Delphine Châtaignier. Ça ne vous a pas effleuré l'esprit, finalement, votre... Si, mais c'est vrai que nous, moi, travaillant dans une collectivité territoriale, oui, on est très protégé, ancré sur le territoire. Donc, mais effectivement, en discutant avec notre entourage, il y a des questions effectivement qui se posent par rapport à ça, en sachant que il y a encore des personnes qui sont encore majoritairement en télétravail. Oui, alors tout à fait. Je rebondis sur ce que vous disiez. Nous sommes totalement, nous aussi, conscients que le télétravail, c'est une organisation au sein de l'entreprise. Donc, c'est un dialogue social extrêmement important à mettre. C'est le climat de confiance dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la réciprocité, d'ailleurs, de ce climat de confiance. C'est vraiment l'axiome de départ. Et à partir de là, on peut penser une organisation... Juste un peu sur la confiance, c'est une notion extrêmement importante, parce que elle est plus prégnante dans le télétravail que quand on est en présentiel, parce que il faut aussi de la confiance quand on est sur son lieu de travail. Et en fait, on se rend compte dans beaucoup de situations que quand cette organisation a été mise en place, cette confiance est en place, déjà en amont, elle se retrouve systématiquement dans des positions de télétravail parce que, on n'est pas forcément dans le contrôle, parce que là aussi on est dans un rapport de subrogation, donc oui, mais l'employeur il a sans doute de contrôler quand même aussi. Il a besoin de contrôler, mais le contrôle, à partir du moment où on est capable de l'instaurer déjà dans le fonctionnement de l'entreprise en amont, ce n'est simplement ensuite, dans ce cadre de climat de confiance, de pouvoir le reproduire et le maintenir au sein du télétravail. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est justement des situations qu'on a pu avoir, c'est-à-dire le sentiment que je n'avais plus en présentiel le personnel, donc quelque part le personnel m'échappait. Donc je n'avais pas forcément la sensation de pouvoir lui donner, et donc on avait peut-être une surcommunication qui était envers les salariés pour leur demander, contrôler en permanence, etc. Et là, c'était finalement souvent des erreurs de fonctionnement. Mme Guidès, sur ce sujet, vous voulez rajouter ? Les dirigeants d'entreprise doivent se faire confiance déjà à eux-mêmes. On a pu assister à ça. Effectivement, je ne vois plus mes salariés, donc ça me perturbe. Donc je vais être dans du surcontrôle, j'ai donc la surcommunication. Ça a pu créer des situations difficiles de part et d'autre. Il faut juste se dire que le salarié qui travaille en présentiel, il va travailler aussi en télétravail. On ne va pas changer son mode de façon d'être, son mode d'organisation. Et dans tous les cas, l'employeur, il peut toujours contrôler le travail qui est fait par le salarié. Enfin, toutes les missions font qu'on voit si quelqu'un travaille ou s'il ne travaille pas. Mais on a assisté à ces choses-là qui a créé de l'anxiété chez les dirigeants. Vous aviez cette inquiétude, oui, M. Allard ? Pas du tout, parce que nous avions d'abord des outils de mesure que l'on a en présentiel, et des outils de mesure, finalement, que l'on a déportés sur le télétravail. Dans la relation qu'on avait beaucoup avec le salarié, c'était sur des problèmes de santé, de prévention, de RH, d'organisation du travail. C'était plus ça que de vérifier, finalement, leur niveau d'activité, puisque de toute façon, nous avions les outils pour vérifier ce niveau d'activité. Et puis, je vous dirais que on remonte au confinement global, on est partis tous un peu en catastrophe. Le pays vivait la guerre. Donc, si vous voulez, il y avait des choses que l'on comprenait. Les enfants à la maison, le chat sur les genoux. Il faut quand même un petit peu avoir du cœur pour gérer une entreprise.
Et alors on va finir on n'a pas des machines en face de nous. Monsieur Allard, dans l'entreprise. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir participé à ce débat. On suivra évidemment avec intérêt les négociations entre le patronat et les syndicats. Et puis merci à vous de nous avoir regardé en télétravail, qui est une forme de télétravail sans être du télétravail, un peu compliqué. Merci en tous les cas d'être fidèles à ce débat. Merci.